Voilà. Donc, le démarrage, le premier point, ça va être de vous présenter les deux intervenants. Donc, vous avez entendu Frédéric. Donc, Frédéric, peut-être dire deux mots de présentation, puis après, Franck. Ouais. Donc, Frédéric Gage, donc, je travaille pour l'IDEA, donc, qui est anciennement Euralis, mais bon, on est encore Euralis. Et en fait, je suis responsable du développement des marchés sorgho en Europe, dans la grande Europe, hein, Russie inclus, et hors Europe. Donc, comme je dis, grâce à la Covid, ça me permet de redécouvrir l'agriculture française. Et donc, je suis très heureux en fait, de participer en fait, à ces webinaires en France et d'apporter un petit peu mon expérience hors France. Et voilà. Franck. Oui, bah donc moi je suis Franck Pénaud, donc je suis conseiller agricole sur le département. Donc je pense que pas mal enfin, bon nombre des participants ce soir que je salue peuvent au moins me connaître de loin, et puis certains sont certainement du Lochois ou de Champagne, et on peut être amené à se voir régulièrement, donc sur des aspects technico-économiques ou techniques. Et puis j'ai également une autre casquette que tous ne connaissent peut-être pas, en lien avec le développement de nos services d'abonnement à mes marchés sur le département. Et je dirais que j'ai à cœur de faire le lien entre la technique économique et l'économique lorsque je travaille avec les groupes d'agriculteurs des secteurs que j'anime. Bien, merci. Donc, on est sur le troisième webinaire donc, organisé par la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, donc en partenariat donc, avec la région Centre et l'Union européenne, et puis le programme FEDER que vous voyez derrière moi. Donc, on va démarrer par une présentation donc, du sorgho, et voire même des sorghos, donc par Frédéric Gage. Et cette présentation sera suivie de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez en bas de votre écran une bulle où il est écrit discussion. Donc là, vous pouvez faire apparaître vos questions, et je me ferai donc l'écho de vos questions à Frédéric. Et puis vers 17h30, on basculera sur la présentation de Franck, qui sera donc plus sur justement les réflexions autour de l'évolution des assolements et des rotations pour les sécuriser, voir donc comment on peut intégrer notamment le sorgho, entre autres, dans ces systèmes-là pour sécuriser les fonctionnements des exploitations. Et donc, on conclura la présentation donc vers 18h, après une dernière séance de questions. Voilà. Donc, Frédéric, la balle est dans ton camp. Je prends la main alors. Tout le monde voit ma présentation? Oui. Bien. Parfait. OK. Alors, ce que je vais vous présenter donc, en 20 minutes, hein, bien entendu, je ne pourrais pas vous présenter quelque chose parce qu'il y a énormément de choses. Je pourrais même parler 3 heures s'il fallait. En plus, je suis du Sud, donc je suis très bavard, donc il faut que je fasse attention. En fait, je vais vous parler de 4 points principaux. Donc, la création d'une filière, donc, qui est le sorgho, mais qui pourrait être n'importe quelle filière, notamment pour les nouvelles espèces. Ensuite, je vais vous parler des nombreux débouchés et de la qualité des sorghos. Et ensuite, parler pour les agriculteurs, parce qu'il y a un public agriculteur, des 4 points clés essentiels de la conduite de culture. Et pour finir, faire une slide sur les rotations. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2020, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'Indre-et-Loire est devenu le deuxième plus gros producteur de sorgho en France. Historiquement, le sorgho était essentiellement dans le sud-ouest de la France. Donc, on a vraiment une dynamique, et on voit que l'Indre-et-Loire est devenu une région, un département significatif de production du sorgho, donc qui devient intéressante et importante pour le sorgho. Alors, pour vous parler vite fait donc d'une stratégie, la stratégie du développement du sorgho en fait en Europe, hein, de la filière, c'est en fait, on commence toujours par la fin, donc c'est-à-dire les transformateurs, donc les industries agroalimentaires. C'est que par la stimulation en fait de la transformation qu'on créera un besoin,
Et donc, c'est par ce biais-là qu'on arrivera en fait à créer une filière. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont organisées dans diverses régions. Moi, j'en connais dans certains pays comme en Hongrie, Moldavie. Et à chaque fois, elles ont été en fait créées par la demande des industries agroalimentaires. Ensuite, l'autre point important, c'est sécuriser cette demande quand il y a le besoin. Et donc là, c'est au niveau des agriculteurs, donc c'est la motivation des agriculteurs, mais c'est aussi apporter les bonnes pratiques culturales du sorgho pour en fait sécuriser la production, mais aussi la marge. Et aussi, on dit souvent pour un agriculteur, quand il teste pour la première fois une espèce, s'il se plante la première année, pendant 30 ans, il n'en fait pas. Donc, c'est très important, c'est très stratégique, cet aspect bonne pratique culturelle. Bien sûr, le point donc, qui me touche plus particulièrement, bien entendu, c'est la qualité des semences produites. Et également, au niveau de la recherche, souvent, quand on a des filières non organisées, on n'a pas de grande dynamique de la recherche et on a aussi cette importance, c'est-à-dire créer une dynamique de recherche publique et privée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. Et en fait, quand tout ça est en place, on arrive en fait à motiver donc les organismes stockeurs et les traders justement à développer cette espèce. Voilà un petit peu la stratégie. Et à ça, je rajouterai en fait, on a la chance au niveau du sorgho d'avoir une association européenne du sorgho et également nous allons avoir le 3e congrès européen du sorgho qui va avoir lieu les 12-13 octobre à Toulouse. Donc vraiment, on a vraiment une dynamique très intéressante et une organisation qui se met en place et qui est très forte. Alors, les principaux débouchés du sorgho, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une grande diversité, mais aussi des qualités qui sont surprenantes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour le sorgho grain, alors je vais vous parler du fourrage et du grain, les débouchés du sorgho grain et du fourrage. Pour le sorgho grain, donc, le débouché principal, c'est l'alimentation animale. Comme vous savez, en Europe, 58% de la consommation de céréales dans l'UE 28, c'est dans l'alimentation animale. Bon, mais 90% de la consommation de céréales, c'est du blé, du maïs et de l'orge. Et le reste, ben, ça peut être du sorgho. Donc, c'est un petit peu très stratégique, cette partie alimentation animale. Pour le sorgho, c'est augmenter la visibilité. On peut utiliser le sorgho pour les volailles, les porcs, les oiseaux, les pet food, la pisciculture. Également, un débouché très intéressant, c'est l'alimentation humaine. Ça représente 24% de la consommation de céréales globale dans l'UE 28. On peut faire de la bière, la vodka, du whisky, du beiju. Le beiju, c'est une alcool de Chine. C'est le premier spiritueux au monde. Et c'est vraiment une valeur ajoutée très, très forte. Si vous allez dans les duty free des aéroports, pas en ce moment, ça peut être des prix jusqu'à plus de 300 € les 37 centilitres. C'est incroyable. Ensuite, bien sûr, vous pouvez faire de la farine, de la graine entière, par exemple, consommer comme du quinoa, des pâtes. Il y a des initiatives en Italie, du lait de sorgho, du pop sorgho. Ça peut être aussi dans les biscuiteries et faire des flex. Des flex. Ensuite, bien sûr, vous avez aussi la partie bioéthanol. Ça représente généralement 14% de la consommation de céréales. Au niveau qualité, c'est ça qui est important de voir. En fait, on a vraiment des valeurs très intéressantes et aussi qui développent justement la curiosité des fabricants d'aliments du bétail. Alors, bien sûr, je compare par rapport au maïs, mais l'objectif, ce n'est pas de remplacer le maïs par le sorgho, parce qu'en fait, c'est une alternative dans certaines situations, mais également dans les rations. Généralement, on ne va pas mettre 100% sorgho, 100% maïs, c'est vraiment des associations intelligentes pour avoir des rations équilibrées. Par exemple, donc le sorgho a un peu plus de protéines que le maïs, 2,93% de plus. C'est important quand on veut fabriquer une formulation rentable avec une marge, c'est-à-dire que on va, avec plus de protéines, on va introduire moins de tourteaux de soja, de tournesol ou de colza, puisque vous êtes dans une région à colza, et donc augmenter la marge pour le fabricant et le producteur d'animaux. L'énergie également, coque est similaire, voire supérieure au maïs. Il en est de même pour ce qui est de l'énergie pour
l'alimentation porcine. Teneur en amidon, c'est similaire. Bien sûr, le sorgho a moins de risques de mycotoxines par rapport à un maïs parce que c'est une panicule ouverte comparé à un maïs qui va avoir des spates. Donc, on a moins de risques. Par exemple, en ce moment, depuis quelques années, on importe du maïs d'Ukraine, de Russie, souvent avec des problématiques de mycotoxines. Et c'est des gros problèmes pour les femmes, notamment dans l'alimentation porcine. Ensuite, il y a des acides gras d'intérêt dans le sorgho. Et notamment, on a une faible oxydation et on a moins de risque de goût ranci de la viande produite comme pour les jambons, dont c'est une spécialité par exemple en Catalogne. En Catalogne, c'est le premier importateur de sorgho en Europe et qui utilise déjà fortement le sorgho dans ses rations. Également, donc, le sorgho a très peu de tanins, donc une bonne digestibilité. C'est clair, aujourd'hui, le sorgho est un ingrédient principal dans les rations alimentaires. Dans l'alimentation humaine, donc en fait, historiquement, ancestralement, le sorgho est d'origine africaine et était essentiellement utilisé dans l'alimentation humaine. D'ailleurs, c'est plus de 50% de la production en Afrique qui est destinée à l'alimentation humaine. Et notamment, ils consomment beaucoup de bière de sorgho. La Chine, comme je disais, donc, est un gros producteur d'alcool avec le Daigou. Aujourd'hui, c'est très peu connu en Europe, mais on voit des dynamiques et beaucoup de développement de circuits courts, d'initiatives, de start-up, justement, avec le sorgho utilisé dans l'alimentation humaine. Bien entendu, on est principalement dans l'agriculture biologique, mais je ne pense pas que. Bon, son intérêt, donc, c'est sa richesse en fer, le sorgho, pour l'alimentation humaine, son énergie, ses acides gras insaturés, sa richesse en antioxydants. Alors, bien sûr, c'est le mot à la mode, c'est également sans gluten, mais moi, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et également, le sorgho est valorisé par la Ligue contre le cancer. Et il y a des études qui sortent comme quoi la consommation de sorgho réduirait les risques du cancer du côlon. Alors, bien sûr, hein, je ne veux pas qu'on se lance dans ces choses-là, mais on voit qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a peut-être des intérêts justement pour certaines maladies. Bien entendu, ne surtout pas limiter la médication, c'est très important. Le sorgho ne fera jamais tout. Ensuite, le sorgho pour l'énergie. Donc, il y a un intérêt également. Donc, avec 1 tonne de sorgho, on peut produire 400 litres d'éthanol. Et également, donc, l'usage des drèches sont utilisables pour l'alimentation animale, justement, avec également une bonne valeur en protéines. J'ai un exemple, par exemple, en Moldavie, on a créé, l'IDEA Euralis a créé carrément un marché, une filière, grâce à une connexion justement avec une usine d'éthanol qui produit de la vodka. Et donc aujourd'hui, ils produisent de la vodka avec le sorgho, mais également du bioéthanol qu'ils importent un petit peu dans tout le reste de l'Europe. Et également, ils développent ils utilisent les drèches pour l'alimentation porcine. Là, c'est vraiment le cas d'une filière qui s'est créée grâce à l'usine et également qui a stimulé les agriculteurs, surtout avec une sécurisation de la production. Pour le fourrage, donc pour l'usage non grain, donc plante entière, bien sûr, le gros usage du sorgho, c'est pour l'ensilage, le pâturage et l'enrubanage. Alors, généralement pour les productions vaches laitières, vaches à viande, les caprins, les ovins, que j'ai eu la chance de visiter au mois d'août. Alors, généralement, c'est des sorghos multicoupes, monocoupes, des BMR ou non. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas assez de temps. Pour l'usage alimentation humaine, en fait, le sorgho contient naturellement du sucre. Ça peut aller de 15% à presque 30% de sucre. Donc, ça peut être utilisé pour faire de l'alcool avec la plante entière, mais également du sucre en grains ou des sirops. Donc, ces sorghos sucriers aussi sont utilisés pour faire de la bioénergie, mais également, on peut utiliser des sorghos biomasse qui sont des plantes très, très hautes et riches en fibres, pas utilisables pour l'alimentation animale, pour faire du biogaz ou alors, comme en Italie, l'utiliser en incinération. Je dirais que pour l'incinération, je ne pense pas que ça se développera en France parce que ce n'est pas très sociétal. Ensuite, également, on peut utiliser les sorghos biomasse à usage industriel riche en fibres pour faire des biomatériaux, pour de l'isolation. Et également, on a des innovations
pour fabriquer des colorants avec la tige de sorgho ou des bioplastiques. Et également, le dernier point, c'est l'utiliser comme un engrais vert, comme un couvert, mais également, il y a des maraîchers qui utilisent des sorgho multicoupes pour justement l'utiliser dans la rotation pour réduire les pressions de nématodes. Donc, vous pouvez voir, c'est très, très riche en variabilité. Alors, voilà un exemple un petit peu de sorgho pour vous montrer un peu la variabilité. C'est aussi la complexité parce que un maïs grain et ensilage, ça a le même phénotype, la même morphologie. Par contre, en sorgho, on va avoir un sorgho grain qui va faire 1 mètre à 1 mètre 20 maximum. Et après, vous allez avoir 5 phénotypes différents de sorgho, alors qui vont varier de 1,50 m à presque 3-4 mètres de hauteur en fonction des types. Donc, c'est souvent ça la complexité parce qu'après, il y a une multitude de phénotypes. Donc, c'est faire les bons choix pour les bons élevages. Alors, rapidement, pour vous montrer un petit peu les usages justement du sorgho, pour essayer un petit peu d'ordonner, là, ça a été fait par Arvalis. Je trouve ce graphique très intéressant. C'est en ordonnée, vous avez l'UFL. Et ensuite, en abscisse, donc le taux en amidon avec les différents types. Et généralement, donc, pour ce qui est de l'utilisation pour les vaches laitières ou caprins laitiers ou les animaux à forte demande, on va utiliser plutôt des sorgho BMR, des sorgho grains en silage. Ça sera sur ces types-là qu'on travaillera avec des fortes UFL et avec des teneurs en amidon qui vont varier entre 0 et 30% d'amidon. Ensuite, pour des usages un peu pour les génisses vaches à viande, là, on sera et caprins classiques qui demanderont moins, qui auront moins de besoins énergétiques. On pourra utiliser des sorgho type double usage, donc c'est des sorgho parfois stériles ou non BMR. Et ensuite, pour des usages plutôt industriels, pour faire de l'énergie, comme du biogaz ou du bioéthanol, par exemple, on va utiliser en fait des sorgho à usage industriel qui, eux, ne sont pas utilisables parce que trop riches en fibres, donc pour les élevages, et qui ont généralement beaucoup moins d'amidon. Donc, vous avez un petit peu une vue rapide des différents types de sorgho qu'on peut avoir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des 4 points clés essentiels à retenir donc dans la conduite de culture. Donc, pour le grain et le fourrage, généralement, on a à peu près la même conduite. Bien sûr, après, il va y avoir des densités différentes entre les grains et les fourrages et pour la récolte. Pour ce qui est du choix de la variété, généralement, le premier critère, c'est la précocité. Donc, comme on est là en centre Val-de-Loire, en Touraine, donc on sera plutôt sur des types de variétés entre très précoces à précoces, avec des sommes de température base 6, donc avec un du semis à la récolte à 25 degrés, donc autour de 1760 à 1845 degrés Celsius, sachant que le sorgho, contrairement au maïs, n'arrête pas sa croissance au-dessus de 30 degrés. D'accord ? Ensuite, au niveau précocité fourrage monocoupe, on est plutôt aujourd'hui sur des types mi-précoces à mi-tardifs avec des cycles à peu près de 100-115 jours. Bien sûr, le critère aussi, ça sera la productivité. La tolérance à la stérilité apicale, parce que vous pouvez avoir au moment du gonflement une période de froid qui peut provoquer une stérilité apicale. Donc, c'est au sommet de la panicule, vous allez avoir des graines manquantes. Donc, parfois, il y a des variétés qui sont sensibles, donc il faut faire attention à ça. La tolérance au stress, bien entendu, hydrique, sachant qu'un sorgho grain a un besoin de 50% d'eau en moins qu'un maïs grain, et un sorgho ensilage, c'est 30% par rapport à un maïs ensilage. La tolérance aux maladies, on peut avoir du Macrophomina fusarios, mais donc vous avez de la tolérance des variétés hybrides, mais également dans les conduites de culture. Souvent, l'erreur que va faire l'agriculteur, c'est pour la première fois, il va mettre trop d'azote ou faire des trop fortes densités, et ça peut provoquer des faiblesses pour les plantes. Donc, il faut faire très attention à apporter juste l'azote nécessaire et la densité nécessaire, la résistance à l'averse, comme toute plante, et également le dégagement de la panicule. Alors, les sélectionneurs sélectionnent des sorgho avec un dégagement de la panicule pour pouvoir faciliter uniquement la récolte de la panicule, parce que comme vous savez, le grain est à maturité
les feuilles restent vertes. Vous verrez, donc c'est le dégagement de la panicule, c'est la distance entre la dernière feuille et le début de la panicule, et bien sûr également les teneurs en tanin. Mais comme je vous ai dit, en fait, depuis les années 80, en fait, les variétés sont quasiment sans tanin. Ensuite, l'autre moment important, donc, c'est le semis. Alors, bien sûr, c'est une petite graine, donc ça demande d'avoir une préparation fine du sol. On préfère un semoir monograine, parce que toujours pareil, c'est une petite graine, mais on peut utiliser des semoirs à céréales en bouchant des rangs, particulièrement dans vos régions, parce que bon, souvent les densités, comme c'est des très précoces à précoces, sont un peu plus élevées que dans le sud de la France. Et généralement, en grains, les densités vont être autour de 350 à 280 000 grains, qui sera fonction faite de la précocité, du sol, de l'irrigation ou pas, et aussi des interrangs. Et ensuite, en densité fourragère, on tourne généralement autour de 180 à 250 000, pareil, en fonction du type de fourrage, de l'irrigation et des interrangs. Généralement, au niveau interrang, il ne faudrait pas dépasser les 60 cm pour le grain. Mais bon, moi, j'ai l'expérience en Ukraine et en Russie, des agriculteurs sèment à 80 d'écartement comme un maïs. Mais il faut respecter certaines règles de densité pour éviter justement d'avoir trop de plantes sur le rang et d'avoir trop de compétition entre plantes et augmenter le stress. Également, donc, pas plus de 70 pour les fourragers. La profondeur, 2-4 cm. Pourquoi? Parce que c'est une petite graine. Il ne faut pas que la graine utilise toute son énergie pour lever. Donc, il faut une rapide levée et une rapide couverture du sol. Également, assurer une population suffisante pour les principales composantes de rendement. Et généralement, la date de semis, on va dire qu'il faut que le sol soit suffisamment réchauffé, qu'il faut que la température du sol soit égale ou supérieure à 12 degrés Celsius. Je pense que dans vos régions, vous commencez à semer fin avril et tout le mois de mai, si les conditions sont favorables. L'autre point important, c'est le désherbage. Généralement, c'est souvent ce point-là qui est mis en avant. Aujourd'hui, on a pas mal de solutions. On a deux types depuis cette année. À partir de l'année prochaine, en fait, on va avoir des semences traitées avec Concept 3. Alors, Concept 3, c'est un savonneur. C'est une sorte d'antidote qui va empêcher la phytotoxicité avec l'application du S-métolachlore. Je sais que en Touraine, beaucoup d'agriculteurs sèment du tournesol et utilisent le S-métolachlore. Donc, l'intérêt, c'est appliquer très tôt le S-métolachlore et donc avoir une meilleure efficacité contre les graminées, parce que c'est la principale efficacité pour le sorgho. Ensuite, vous avez également donc, des semences non traitées avec le Concept 3, où là, vous pouvez encore, avec certains produits, donc, faire un traitement entre le semis et la levée, donc avec l'alcance, c'est pendiméthaline plus clomazone. Attention, parfois on peut avoir des phytotoxicités. Vous avez également l'utilisation de la mésotrione. Donc c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est une application précoce. Ensuite, vous avez des applications au stade 3 feuilles. Alors, vous avez des types DMTA, P, pendiméthaline, S-métolachlore. Vous pouvez utiliser du succotrione, du pénoxulane. Là, je vous donne les principales, hein, mais bien entendu, vous pourrez contacter vos conseillers justement qui pourront vous dire en fonction de la flore, de mauvaises herbes que vous avez, de construire vous-même votre stratégie. Et ensuite, vous avez une autre période à 4-8 feuilles où vous pouvez utiliser du bromoxynil ou du chlorpyralide. Pardon. Alors, je ne sais pas si le 2,4-D est autorisé encore en France, parce que moi, j'ai l'habitude un peu aussi avec la Russie et l'Ukraine, et parfois, on a des produits que ça fait 10 ans qu'on n'a plus. Il faut faire très attention si vous avez le droit d'utiliser le 2,4-D, surtout pas à plus de 8 feuilles, parce que vous pouvez provoquer une stérilité sur le sorgho. Par contre, l'efficacité est bonne. Et bien entendu, pour certains, si c'est possible, ne pas oublier le désherbage mécanique, les faux semis, RC tri et binage. Le dernier point important, c'est la récolte. Donc là, c'est séparé grains et fourrage. Donc généralement, le sorgho est à maturité à partir de 35 degrés d'H2O. Alors généralement, on peut commencer la récolte à partir de 35% d'H2O. On peut commencer la récolte à 25% d'H2O, mais généralement, donc la norme pour le sorgho, c'est 15-16% d'H2O. Mais bien faire attention, parce que vous pouvez être à 15-16% d'H2O, mais avoir l'impression, parce que c'est souvent un choc pour l'agriculteur la première fois, c'est qu'un maïs et un tournesol, la plante est complètement sèche et il récolte, alors que le sorgho, c'est différent.
vous pouvez avoir votre panicule à 15-16% d'H2O, mais par contre, les feuilles restent vertes. C'est pour ça que les sélectionneurs créent des variétés avec un fort dégagement de la panicule pour pouvoir récolter la panicule avec le moins de feuilles possible dans la récolte pour réduire le risque d'humidification du lot. Et d'ailleurs, quand on récolte à surmaturité, attention parce que généralement, le grain peut se réhumidifier beaucoup plus rapidement et ça peut dégrader la qualité. Bien que, quand même, moi je vois des situations dans le sud-ouest où ils ont récolté il y a 2 semaines dans certains endroits, donc on est dans des conditions un peu extrêmes, on voit que le grain n'est pas impacté comme des types de mycotoxines ou autres. Pour le fourrage, généralement, c'est comme le maïs, 32% de matière sèche. Alors ça va dépendre du phénotype, donc si vous avez un sorgho grain en silage, c'est un peu comme le maïs. On aura un stade pâteux laiteux, donc pâteux au sommet de la panicule et laiteux au bas de la panicule. Si vous avez un sorgho fourragé stérile, généralement, vous avez un repère, c'est quand les 2-3 premières feuilles en partant du bas sont sèches. Attention, la couleur des feuilles, ce n'est pas un bon indicateur, donc ne tenez pas compte de ça. Et après, le mieux, c'est de faire de toute façon une humidité. Ensuite, pour la qualité, notamment pour ce qui est de la conservation, donc on fera une ventilation froide quand l'H2O est inférieur à 16%. Quand c'est entre 16 et 18%, on ramènera à 15% par du séchage. Et bien sûr, quand on est supérieur à 18%, c'est un séchage obligatoire. Ne pas oublier que comme c'est une petite graine, si elle est humide, elle peut chauffer vite. Et attention pour vos silos. Et ensuite, pour les fourrages, en dessous de 27% de matière sèche, attention parce que le sorgho peut rendre du jus et donc on peut perdre en fait de la valeur alimentaire et également en fait notamment des sucres solubles. Dans certaines fermes, justement, quand il y a des risques comme ça, ils vont faire du 50-50 silage, maïs en silage, sorgho en silage. Et dans le silo, en fait, l'agriculteur va mettre un maïs en silage, une couche de maïs en silage, et par-dessus, sorgho en silage. Et donc, s'il a des pertes par jus, ça sera aspiré par le maïs en silage. Donc, du coup, moins de pertes par les jus et une valeur alimentaire meilleure. Dernier point, donc, c'est la rotation. Bien entendu, quand on parle du sorgho, donc c'est de la diversification de la rotation. Je sais notamment dans vos régions, il y a des exploitations qui travaillent beaucoup, qui tournent beaucoup sur des cultures d'hiver, comme du colza, blé, orge. Mais le fait d'introduire le sorgho, justement, ça peut bouleverser le cycle des graminées comme les grès gras et les vulpins. Donc, ça peut permettre une maîtrise de ces graminées. Ensuite, le sorgho s'intègre très bien entre 2 céréales à paille. Donc, après une orge et avant un blé, bon, on fait attention de ne pas utiliser des variétés trop sensibles à la fusariose. Normalement, les variétés inscrites en France ont un bon comportement, mais quand même bien faire attention. Et ensuite, le sorgho, c'est un très bon précédent au tournesol. Par exemple, on commence à avoir des méthodes, on va utiliser le sorgho grain après la récolte comme un engrais vert, c'est-à-dire l'agriculteur récolte juste la panicule et il laisse la plante tout l'hiver. Donc, grâce à ça, donc, avec son système racinaire, donc, il améliore la structure du sol, il va réduire l'érosion, parce que moi, je connais des pays comme en Ukraine et en Russie, il y a beaucoup d'érosion. Ça va permettre de réduire le lessivage aussi de l'azote, phosphore, potassium. Par exemple, vous pouvez avoir une restitution par la plante entière de 40% d'azote, de 20 à 30% de phosphore et de plus de 80% de potassium. Comme le sorgho, c'est une plante très sensible au froid, pendant l'hiver, elle va se déliter. Et il y a certains agriculteurs, selon les types de sol, bien entendu, en fait, vont juste passer un disque ou alors faire un semis direct et sans faire un quelconque travail et semer le tournesol. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir en fait un double usage, donc sorgho grain plus l'utiliser comme un engrais vert. Également, j'ai vu aussi en Touraine, parce que quand j'ai été au mois d'août, j'ai rencontré des agriculteurs, par exemple un agriculteur, un maïsiculteur qui avait le gros de son exploitation avec du maïs irrigué, avec les conditions climatiques de ces dernières années, il n'arrivait pas à assurer tous les tours d'irrigation de ses maïs, donc du coup, il y avait un impact sur le potentiel de ces maïs. Et en fait, il a introduit le sorgho, ça lui permet de faire complètement ces tours d'irrigation sur ces maïs, donc de valoriser le potentiel du maïs, mais également de valoriser le potentiel du sorgho en faisant 1 ou 2 tours
pas plus. Et donc, en fait, il maîtrise beaucoup plus le potentiel dans son exploitation. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi découvert en Touraine des agriculteurs donc, qui utilisent les sorgho multicoupes, monocoupes. Et on voyait justement, quand j'ai visité au mois d'août, les prairies complètement sèches. Par contre, les sorgho bien verts, et c'était très curieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La préoccupation de l'éleveur, c'est que en fait, il avait trop de fourrage. Et sa préoccupation, c'était comment faire pour tout valoriser. Alors que ces prairies étaient complètement sèches. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et après, bien entendu, dans la rotation, c'est utiliser le sorgho comme en association variétale et en interculture. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de quelconques informations, si vous avez des questions, déjà, vous allez pouvoir en poser là. Mais également, vous allez recevoir ma présentation et avec mon email et mon portable. Comme ça, je peux vous répondre avec plaisir. Voilà. Merci. Bien. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Moi, j'en ai déjà une première. Tu as parlé de l'écartement de semis. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut semer du… Bon, tu as un petit peu répondu, mais est-ce qu'on peut semer du sorgho, donc du sorgho grain à 75 cm par rapport au fait qu'on sème déjà du maïs comme ça et que l'on veut garder le même écartement, notamment par rapport au binage? Oui, donc c'est souvent, on a souvent cette question et comme je vous dis, moi je suis plus habitué à voyager dans les pays de l'Est et c'est un peu la même question que j'ai souvent en Ukraine et en Russie. Les agriculteurs sèment à 75 voire 80 cm en interrant leur maïs. Alors comme je disais, effectivement, quand on peut, il faut éviter, mais on peut, par des pratiques agronomiques, s'affranchir. Bien entendu, on peut semer à 75, mais par contre, il faut faire très attention donc, sur la densité. Là, on est dans des zones, par exemple, en Touraine, où on va semer des variétés très précoces, à précoces. Et je pense que là, déjà, essayer peut-être de trouver le compromis, peut-être éviter de semer une variété très précoce, puisqu'on est souvent sur des densités à 350 000, peut-être semer des variétés précoces où on est un peu en dessous, on peut être à 300, 280. Pourquoi? Parce que plus on augmente l'interrang, enfin vous le savez mieux que moi, hein, vous êtes des agriculteurs, et plus on va augmenter le nombre de plantes sur le mètre linéaire, et donc augmenter la compétition entre plantes et augmenter les stress. Donc là, il faut bien faire attention. Donc je pense qu'il faut jouer en baissant un peu la densité. Par les composantes du rendement, on arrive quand même à avoir une bonne compensation, même si on baisse la densité. Donc il faut bien voir ce compromis. Parce que aussi, la problématique qu'on peut avoir, c'est pour le désherbage. Donc, il faut avoir une bonne stratégie parce que plus on est écarté et moins vite on aura un couvert végétal et donc on aura quand même, on peut avoir une compétition des mauvaises herbes. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, quand même, on a une bonne maîtrise et je pense que dans votre rotation, je pense que vos sols sont quand même assez propres. Donc, on peut ne pas avoir trop de risques. Et après, bien entendu, ça dépendra si vous faites de l'irrigation ou pas. Si vous faites de l'irrigation, là, bien entendu, vous pouvez maintenir certains niveaux de densité. Mais faites très attention par rapport à ce nombre de plantes dans le mètre linéaire, parce que c'est comme toutes les plantes, même si ça résiste bien au sec, bien entendu, une compétition entre plantes, ça peut limiter la résistance à la sécheresse. Et ce que je voudrais dire aussi, pour ceux qui vont tester pour la première fois le sorgho, souvent, l'erreur que font les agriculteurs, c'est qu'ils veulent tester dans des jachères ou alors dans des sols très superficiels. Et en fait, après, ils se font une mauvaise opinion du sorgho. Tester le sorgho dans des sols moyennement profonds ou à bon potentiel pour vraiment étudier le potentiel que peut apporter le sorgho. Si vous plantez ça dans des terres à cactus, c'est clair, ça ne marchera pas. Une autre question par rapport au semis. Pourquoi pas semer au sémoir à céréales à tous les rangs, donc tous les 12 ou 17 cm, quoi? Je connais des agriculteurs dans Lyon qui le font, ça marche très bien. Pourquoi pas, surtout que vous êtes dans des situations où on est sur des densités plus élevées que dans le sud-ouest, par exemple. Donc, moi, je pense qu'on peut… ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est la problématique, c'est si vous voulez faire un binage, vous ne pourrez pas.
C'est surtout ça, en fait, hein, la difficulté. Mais je préférerais plutôt qu'on soit quand même sur des interrants à 20, 25. Je pense que c'est peut-être mieux. Et vous pouvez le faire, comme je disais, il y a les agriculteurs dans le sud-ouest utilisent des semoirs à céréales. Et en obstruant des rangs, on peut augmenter l'écartement. Mais je pense que c'est mieux quand même, donc, comme vous dites 12, donc peut-être 1 sur 2 et être plutôt à 24. Je pense qu'on valorisera plus le potentiel dans ces niveaux-là plutôt que d'avoir un trop gros couvert. Alors c'est vrai, il y a l'intérêt aussi à 12 cm, on a un très rapide couvert végétal, mais j'en connais qui en font. Ça marche, hein, surtout dans vos régions où vous densifiez beaucoup plus. Donc ensuite, il y a par rapport toujours au semis, le semis en direct sous couvert. Oui. Dans le sud, Comment ouais. se comporte le sorgho? Bah, très très bien. On le fait déjà beaucoup dans le sud-ouest de la France. Moi, j'en connais beaucoup qui le font et ils se sont complètement adaptés à ça et ça marche très très bien. C'est vraiment, enfin. Alors par contre, utiliser un sorgho multicoupe, genre un piper qui coûte pas cher à acheter, bien entendu, pour ça. N'achetez pas un sorgho monocoupe ou je ne sais trop quoi. Un multicoupe classique, c'est en fait quelque chose qui fait du verre, sans forcément une très forte valeur alimentaire, pour l'utiliser justement comme un engrais vert. Et ça marche très très bien en semi-direct. C'est d'ailleurs de plus en plus recommandé et de plus en plus utilisé. Donc, une question semis. Est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend des bruits là. On va prendre une dernière question semis et toutes les autres questions, je les ai notées et on les reprendra après l'intervention de Franck pour respecter le timing. Question semis, est-ce que, donc tu as dit qu'on pouvait laisser le sorgho une fois qu'on avait récolté la panicule, on laisse le reste de la plante. Est-ce qu'on peut semer du blé en direct dans du sorgho comme ça? Moi, j'ai déjà vu. Après, ça va dépendre un peu de l'écartement, mais ça peut se faire. Ouais. J'ai déjà vu faire. Alors après, il faut voir parce que justement, ça peut réduire les résidus à enfouir parce que donc ça va faire pas mal de résidus. Ça reste vert puisque le semis du blé va se faire avant les grands froids. Donc la plante ne va pas se déliter. Et souvent, c'est vrai que les remarques qu'on a, c'est que quand on fait qu'on broie et qu'on enfouit, on peut avoir un problème avec trop de résidus. Et donc, un semi-direct par-dessus les cannes, je pense que, enfin, je sais qu'il y en a qui le font et ça marche. Ouais. Excuse-moi, Franck, j'ai beaucoup de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole à Franck. Et puis, donc, j'ai noté les questions sur le sorgho. Donc, comme ça va ménager le suspense pour la fin de l'intervention. Donc, Merci. Franck, je te propose de prendre la main. Ouais. C'est bon, vous voyez tous mon écran? Oui. Parfait. Merci. Donc oui, donc ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va balayer différents systèmes d'assolement pour en voir l'impact sur les revenus. Alors déjà, c'est de partir quand même d'un constat lié à notre système historique Colza-Bleorge qui était clairement maîtrisé, on va dire, dans le département jusqu'en 2017. Où on a eu encore cette année-là, pourtant, des démarrages de colza, on va dire mi-septembre, mais on n'avait pas les mêmes problématiques d'insectes que celles qu'on connaît actuellement. Alors, peut-être un petit préambule tout de même. À chaque fois, lié à ces tableaux, en fait, vous aurez un petit tableau qui vous présentera une rotation, une proportion de surface, des hypothèses de rendement et de prix. Alors, ce ne sont pas les prix qu'on connaît actuellement. J'ai plutôt choisi des prix plus moyens, effectivement. Des niveaux d'intrants, qui sont plutôt des niveaux d'intrants maîtrisés tels qu'on peut les rencontrer parmi des agriculteurs de GDA. Des niveaux de charge de structure qui sont plutôt optimisés aussi, des DPU moyens, et vous retrouverez les revenus par culture et un revenu moyen à l'échelle de l'assolement. Donc voilà, ce qui fait que globalement, jusqu'en 2017, on pouvait avoir des revenus disponibles moyens supérieurs aux indemnités PAC sur des systèmes colza-Bleorge dans le département. Mais face à ce qu'on a tous connu en lien avec les sécheresses estivales, des hivers doux avec progression des insectes, sans arrêt hivernaux, développement des raies gras et des vulpins
dans ces assolements très typés hiver, développant des résistances. Et donc, voilà, un système colza-blé-orge en dérive avec des rentabilités moyennes hectares qui peuvent être en dessous d'une centaine d'euros de l'hectare et qui peuvent être encore plus dégradés économiquement lorsque les colzas ont été remplacés, contraints parce qu'ils n'ont pas levé ou qu'ils ont été détruits par les larves de gros altises ou de charançon bourgeon terminal pendant l'hiver. Donc, que faire par rapport à cela? Je vais vous présenter un peu deux démarches parce qu'on peut avoir une démarche de substitution ou du moins une des interrogations en lien de la substitution. Qu'est-ce qui peut être effectivement équivalent à un colza à 3 tonnes? Voilà, autour de 3 tonnes. On a un tournesol qui serait lui aussi autour de 3 tonnes. Alors, c'est là aussi des hypothèses de prix telles que on les connaît. On a des prix nettement plus élevés actuellement, mais voilà, ce sont plutôt des prix qu'on avait l'habitude de connaître jusqu'à présent, avant la flambée des prix récente. Voilà, donc équivalent à un colza à 3 tonnes, on peut retrouver du poids qui se rapprocherait de 5 tonnes, hein, même en intégrant la prime PAC couplée. Ce n'est pas dans toutes les parcelles, il faut vraiment être dans des limons profonds. Si on est plutôt, si on recherche plutôt une marge équivalente à un colza de 2,7 tonnes, eh bien il va falloir se rapprocher de 4 tonnes en poids d'hiver. Si on regarde le millet ou si on regarde le sorgho en sec, voilà, on peut être sur des choses qui ne sont pas inatteignables, voilà, qui peuvent être réalistes, hein, c'est-à-dire à obtenir ou atteindre un rendement de millet à 3,7 tonnes ou un rendement de maïs ou de sorgho à peine 7 tonnes. Voilà. Si on a des sols plus profonds, où là, pour le coup, on compte sur le fait que le climat nous aide un petit peu. Et c'est des choses qui avaient pu être rencontrées il y a 2 ou 3 ans. Hein. Le fait d'avoir, on va dire, une soixantaine de millimètres pendant l'été, il n'est pas du tout impossible d'atteindre des 7 à 8 tonnes sur des maïs ou des sorgho en sec. Voilà, mais à condition d'avoir au moins, on va dire, 2 fois 30 millimètres, un petit coup deuxième quinzaine de juillet et puis un petit coup début août. Voilà, mais cette approche, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Il faut vraiment la compléter par une approche globale à l'échelle de l'exploitation parce que des têtes d'assolement sont là effectivement pour apporter une cohérence dans le système tout en ne dégradant pas l'économie de l'entreprise. Voilà, il ne s'agira pas non plus d'abandonner totalement les colzas, loin de là, puisque cette année, on a quand même eu globalement la chance d'avoir des levées à peu près correctes dans le département, mis à part quand même un retard à l'allumage un peu plus important dans le nord-est du département cette année. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est d'explorer 6 systèmes ensemble ce soir, 6 systèmes de culture ou 6 systèmes d'exploitation. Le premier, ce sera un système qui serait plutôt en adaptation, colza-blé-orge, avec à peu près 15% de diversification dans les assolements. Un autre qui serait plus clairement orienté sur une rupture dans les assolements, qui peut être rencontré aussi chez des agriculteurs qui ont vraiment des soucis d'enherbement ou de développement des mauvaises herbes, vulpins, raigrins notamment. On poursuivra en fait cette réflexion autour de la rupture dans les assolements avec un souci accru sur la limitation ou plutôt la maîtrise des charges d'intrants et puis la maîtrise des charges de structure, même si ça, pour la maîtrise des charges de structure, effectivement, c'est un travail d'un peu plus longue haleine. On ne va pas réduire les charges de structure d'un coup de baguette magique, ça va quand même demander quelques années. On pourra prendre le contre-pied sur un système rupture-assolement, là pour le coup, en intensifiant ou en augmentant les charges, mais de façon très ciblée et notamment sur l'irrigation. On regardera ce qui peut se passer dans un système agriculture biologique. Voilà, ce sera un exemple de succession culturale. Et puis, on regardera un peu un système qui est un système voilà, sur le papier, hein, où le HVE pourrait s'inviter, mais à quelles conditions? Et bien évidemment, nous regarderons les impacts sur la rentabilité globale des systèmes, leur robustesse et puis les enjeux à pouvoir les mettre en place. Donc, on démarre plutôt sur les sols limoneux, un système d'adaptation où finalement on pourrait rester sur un système de base colza-blé-orge maîtrisé, j'entends bien, hein, par rapport à des dates de levée en août, hein, par rapport vraiment à des dynamiques de croissance du colza intéressantes qui peuvent se trouver plus régulièrement sur les limons. Et puis une quinzaine de pourcents d'une culture de diversification. Donc là, dans mon exemple, les cultures de diversification en limon, ce qu'on peut observer assez fréquemment, c'est que le choix des agriculteurs peuvent se porter sur le poids d'hiver. Et puis dans des sols un peu plus argileux ou des sols plus chauds, qui se réchauffent plus facilement, le tournesol, qui se rencontre fréquemment dans le département. J'ai mis les deux cultures dans une même colonne, hein, de façon à ce que l'on soit
sur un même revenu, qu'on soit ISO revenu. Et donc, c'est quoi les enjeux? C'est d'arriver à produire 4 tonnes de pois vendues à 200 € de la tonne ou 3 tonnes de tournesol vendues à 320 € de la tonne. Bon, certes, hein, c'est beaucoup plus facile quand le tournesol est à 400 € de la tonne ou un peu plus comme on peut l'avoir actuellement. Mais bon, voilà, c'est quand même relativement conjoncturel cette année. Donc voilà, donc on obtient un revenu global moyen de 166 € de l'hectare. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux observer dans des enquêtes de gestion que je fais sur un territoire limoneux sur lequel j'interviens sur le Lochois, c'est que c'est la stratégie la plus fréquemment rencontrée en sol limoneux parmi les exploitants qui sont voilà, les plus performantes économiquement en termes de BE ou de valeur ajoutée sur les structures. Le choix de la culture de diversification va vraiment dépendre du terroir. C'est-à-dire que les tournesols sur les limons, même s'ils paraissent beaux au 15 août, c'est encore pas gagné parce qu'on peut avoir des capitules qui font 35 cm de diamètre au 15-20 août et puis qui vont en faire plus de 10 cm ou 15 cm au moment de la récolte. Donc, il y a quand même un avantage par rapport au sol argileux, ça c'est clair. Il y a le marché et puis il y a les prix de vente. C'est-à-dire que si très clairement il y avait des possibilités d'engager des tournesols à des prix à largement plus de 350 € pour la prochaine récolte, ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait le cas pour le moment. Est-ce que des organismes s'engagent dès maintenant, peut-être en oléique et encore, il faut regarder. Et effectivement, il faut faire ses comptes. Si on veut diversifier, si on arrive à déjà bloquer un des paramètres et notamment le prix, ça peut déjà être un des aléas qui est déjà réglé de ce côté-là. La maîtrise des charges, notamment en semences de ferme, sur les blés, les orges, ça c'est quelque chose de très, très, très développé dans le département d'Indre-et-Loire. On se rend compte aujourd'hui que sur les colzas, surtout déjà, il faut avoir la disponibilité en semences. Dans les sols limoneux, on a plus de chances d'arriver à faire lever des colzas, surtout si on est en précédent orge. Pourquoi pas rester sur des semences achetées avec le bénéfice de l'hybride. Lorsqu'on est avec beaucoup plus de risques d'aléas sur des levées plus compliqué, là, les semences de ferme peuvent quand même rester encore un choix lié à de l'opportunité. Puis, ma foi, si ça ne lève pas sur les colzas, on n'aura pas désherbé. Et puis, on pourra, pourquoi pas, enchaîner avec quelque chose. Évidemment, on n'aura pas commencé à engager des charges qui viendront s'ajouter sur une culture de diversification ou de remplacement à la suite. Autre système, donc rupture système. Donc, je fais 2 propositions. Alors, chaque fois, je ne dis pas que j'ai la vérité. Mais en limon, voilà, notamment en lien avec les problématiques de désherbage, pourquoi pas enchaîner 2 têtes d'assolement, pois d'hiver, colza, suivi de blé, orge, tournesol, blé. C'est des choses qui se rencontrent. Et puis, en sol argileux ou argilo-calcaire, c'est une proposition. Blé, orge, colza, blé, orge. Orge de printemps, tournesol. Là encore, le fait d'avoir 2 cultures de printemps d'affilée pour pouvoir aider à maîtriser les problématiques d'enherbement, notamment les graminées. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Vous retrouvez le même type de tableau que tout à l'heure. Au niveau des pois d'hiver ou de l'orge de printemps, ici, donc ça représenterait 17% des assolements. Pour arriver à un revenu, là encore, de 115 € de l'hectare, donc il faut avoir 4 tonnes de pois de printemps vendus 200 ou alors 6 tonnes 9 d'orge de printemps vendues à 150. Voilà. Donc, on est sur un niveau moyen. Il n'y a pas un gap si important, mais quand même, et plus on multiplie par les surfaces et plus ça pourra se traduire. On se rend compte qu'il y a quand même même si ce système il permet de reprendre la main sur les problématiques d'enherbement, ce type de système, le choix des cultures il est quand même adapté au terroir. Et là encore, on a un aléa ou un impact d'aléa des cultures de printemps en lien avec le climat qu'on va connaître dès le printemps pour des dates de levée à peu près à date. Et puis après, un été qui ne soit pas trop chaud avec des effets fours, comme on a pu le connaître, je dirais, pendant l'été 2019, où on avait remarqué que le tournesol, à la rigueur, c'était peut-être une des cultures qui avait eu un impact un peu plus modéré, notamment vis-à-vis du maïs, du moins dans mes références. On pourra reposer la question tout à l'heure à notre collègue au sujet du sorgho. Alors, comment retrouver un revenu proche du système historique? Alors, je vais aller trop vite. Déjà, réussir ses colzas, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ce métaux, la nutrition, du choix variétal, du suivi, de la croissance des colzas, maîtriser ses charges, éventuellement une intensification ciblée grâce à l'irrigation, et puis la recherche de valeur ajoutée par le prix de vente. Donc, on va voir ça, comment ça peut se décrire à l'intérieur des systèmes dont je vous avais parlé tout à l'heure.
Donc, rupture système avec réduction des charges et limitation des ambitions de niveau de production. On est exactement sur les mêmes assolements que tout à l'heure, hein, en limon ou en sol argileux, sauf qu'ici, j'ai abaissé le niveau de charge de structure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on pouvait plutôt être entre 95 et 100 euros de la tonne de contribution des charges de structure au rendement du blé. C'est-à-dire que si on a un rendement du blé à 7 tonnes, on serait autour de 700 euros de charge de structure. Et là, effectivement, on serait plutôt à 90 euros de la tonne sur les charges de structure, ce qui fait qu'on serait à entre 600 et 650 euros de charge de structure avec un rendement à 7 tonnes. C'est ce que ça traduit ici. Voilà. Des niveaux de rendement en colza, j'ai laissé 2 tonnes 7. En blé, j'ai laissé 7 tonnes et 6 tonnes 5. En poids, on est à 4 tonnes ou 6 tonnes 9 comme tout à l'heure. Les prix de vente sont ceux-là. Les niveaux d'intrants sont légèrement inférieurs à tout à l'heure. On se rend compte que finalement, des charges de structure contraintes permettent plus de possibilités de diversification en culture sèche. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est un peu comme le sauteur, enfin celui qui fait du saut en hauteur. Hein. La barre sera plus facile à passer si on additionne des charges de structure à 600 ou 650 euros de l'hectare avec un niveau d'intrant à 350 à 400 euros d'intrant hectare, alors que si on part d'un niveau de charge de structure à 700, 750 ou 800 euros de l'hectare, eh bien là, les possibilités de diversification se restreignent énormément, à moins d'avoir l'irrigation. Voilà, c'est quand même ça. En culture sèche, ça devient plus compliqué. Donc, c'est un travail de longue haleine, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que là, je parle comme un livre. Hein, c'est facile de le faire sur un coin de table. Mais voilà, je dirais que lié à des enjeux de diversification, de positionnement sur vos structures, quelle démarche à 3, 4, 5 ans vous pouvez mettre en place pour voir comment déjà vos annuités évoluent dans les années qui suivent, voir après comment vos politiques de renouvellement de matériel ou d'investissement peuvent se caler de façon à avoir un niveau de charge de structure qui ne dépasserait pas 100 euros de la tonne en lien avec le rendement historique de votre blé sur la ferme, voire peut-être même 95 euros de la tonne ou 90 euros de la tonne. Plus ce chiffre sera bas, plus vous aurez de possibilités de diversification. On prend carrément le contre-pied, là, pour le coup, avec une intensification et une augmentation des charges de structure, mais pour le coup, elles vont être ciblées sur l'irrigation. Donc là, je fais intervenir le maïs, mais ça pourrait être effectivement le sorgho aussi, hein, parce que je pense qu'il appréciera aussi de l'irrigation, il n'y a pas de souci, et même du tournesol, hein, avec de l'irrigation, même avec moins de tours d'eau que pour un maïs. Donc là, on va se retrouver avec une succession, donc colza, blé, du soja qui a été intégré, du blé, de l'orge de printemps et du maïs. Vous pourrez balayer les prix de vente qui ont été retenus, les niveaux d'intrants qui sont là aussi optimisés. Alors peut-être un petit peu moins sur le maïs irrigué parce que là, on bétonne sur l'irrigation de façon à atteindre au moins 11 tonnes, donc plutôt 550 euros d'intrants sur le maïs. Les rentabilités, ici, donc voilà, c'est l'effet charge structure, hein, 850 euros de charge structure qui est réparti sur l'ensemble des cultures. On se retrouve là pour le coup avec un impact négatif sur le colza, mais une rentabilité globale de la ferme qui se rapproche des rentabilités historiques, hein, du système historique colza-blé-orge, lorsqu'on n'avait pas de soucis en lien avec le colza. Alors ça, c'est clair que l'irrigation sécurise les possibilités de diversification. Il faut quand même avoir la ressource en eau, c'est quand même la première des limites aussi, hein, soit de pouvoir avoir un forage existant, soit d'arriver à en créer un, soit de créer une retenue collinaire, mais ça peut faire dépasser les charges de structure peut-être un petit peu au-delà de 850, mais bon, une retenue collinaire, ça ne s'amortit pas sur 15 ans, hein, ça peut s'amortir sur 40 ans, donc voilà, il y a quand même ça à regarder. C'est quand même du travail en plus, je ne sais pas si c'était, voilà, si je le mettais, hein, c'est qu'il faut aussi que ça passe en main d'œuvre, hein. Mettre de l'irrigation, vous achetez de l'irrigation, vous investissez dans l'irrigation, mais vous achèterez du travail en plus, hein. Donc, il faut aussi que ça passe au niveau de la structure. Donc, ça fait quand même partie des choix stratégiques à bien mesurer si vous allez vers ce type de système ou d'orientation à l'échelle de vos entreprises. On va aller regarder du côté de l'agriculture biologique. Alors, on a fait le choix pour vous présenter ça avec mon collègue. Alors, c'est Pierre Gabory, hein, notre collègue que je salue. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, je ne le vois pas sur la liste. Mais voilà, qui a réfléchi et qui a fait une proposition pour l'agriculture biologique. Donc, je vais traduire ce qu'il vous a proposé. On a fait un choix
en lien avec de l'agronomie pure, en lien au désherbage, en lien aux apports d'azote dans le système, de démarrer par 2 années de trèfle violet, suivi d'un blé, suivi d'un mélange triticale-pois, donc il faut ramener des légumineuses très régulièrement dans les assolements, suivi d'un tournesol pour couper culture et espacement, on peut biner, févrole d'hiver, orge de printemps. Donc, c'est une rotation parmi tant d'autres. C'est vraiment un parti pris. Voilà ce que ça donne en termes de résultats économiques. C'est aussi, ici, on est en phase de croisière. On n'est pas en phase de conversion. C'est-à-dire qu'on est directement parti sur des rendements divisés par 2 à peu près en culture d'hiver, sur des rendements amoindris à peu près de 20 à 30% en culture d'été. Des prix de vente qui sont plutôt des prix COP, qui peuvent se rencontrer pour un agriculteur qui vendrait en circuit plutôt long, même si c'est en agriculture biologique. Voilà. Des charges de structure qui ont été augmentées donc d'une 50aine d'euros par rapport à tous les systèmes que je vous avais présentés jusqu'à présent pour permettre de mettre en place de la mécanique, du désherbage mécanique dans les systèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le trèfle violet, même s'il fait 8 tonnes de matière sèche, et qu'on arrive à trouver un système avec un éleveur pas trop loin pour arriver à le valoriser un peu, je dirais que le trèfle, c'est le point de départ. On perd de l'argent, mais c'est plutôt un investissement. Ce n'est pas un manque à gagner. C'est un investissement pour que le système, sur les 5-6 années suivantes, il tienne, quoi. On est sur un revenu disponible moyen qui est à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on avait rencontré jusqu'à présent, qui est du niveau également du système Colza Béorge historique que je vous avais présenté tout à l'heure. Par contre, le point quand même qu'il faut et qui n'est pas des moindres, c'est quand même de se dire que ce qui est rencontré sur les systèmes agriculture biologique, ce que me disait Pierre Gabory, c'est que l'équilibre en main-d'œuvre sur les systèmes AB, c'est plutôt 100 à 120 hectares 100 à 120 hectares cultivés par unité de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est quand même ça la limite. Dernier système, alors c'est vraiment un système OVNI. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Pour l'instant, il n'existe pas, ou alors peut-être qu'il est dans les têtes de certains, ou peut-être qu'il y en a des bribes à certains endroits. Ce serait un système en lien avec la haute valeur environnementale, HVE3. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que des agriculteurs, même sans avoir fait du HVE3, ou du moins, qu'est-ce qui est compliqué à l'intérieur du HVE3 ou qui serait le plus problématique à parvenir, ce sont les indices de fréquence de traitement herbicide et la limitation des herbicides. Et les seuls agriculteurs qui ont réussi à se rapprocher de cette limitation herbicide jusqu'à présent et qui avaient souscrit des mesures agro-environnementales avec limitation des herbicides, ce sont les polyculteurs éleveurs. Et des polyculteurs éleveurs qui avaient au minimum 20, 25, 30, voire 50% de surface fourragère à l'intérieur de leur système et qui leur permettait de diminuer et de diluer les IFT herbicides à l'échelle du système. Donc, c'est pour ça que la proposition que je vais vous faire va intégrer 25% de SF, mais à mon avis, ça pourrait peut-être même être un minimum. Il en faudrait peut-être même un petit peu plus. Mais bon, bref, j'ai fait l'exemple avec 25%. J'ai fait le parti pris aussi de se dire que si c'est un label qui est reconnu, il faudrait qu'il soit valorisé dans le prix de vente. On est sur du 400 € colza, mais le but, c'est que ce serait du 400 € colza, ce serait plutôt un prix moyen et pas un prix minimum ou un prix maximum, pardon. En blé, 190, en orge, 170, en pois, 240, en tournesol, 380, et puis les surfaces fourragères à une 50aine d'euros de la tonne de matière sèche. Des niveaux d'intrants qui sont des niveaux d'intrants maîtrisés, des niveaux de charge de structure qui le sont aussi, comme tout à l'heure. Et puis, voyez le résultat. Donc, on perd là aussi sur la SF, comme tout à l'heure, je dirais sur le système agriculture biologique. On pourrait très bien imaginer aussi sur des systèmes de grande culture d'avoir que le système SF soit lié à une unité de méthanisation qui soit mise en place à l'échelle de l'exploitation, qui fait que ça permettrait aussi d'avoir un autre atelier qui produise de la valeur ajoutée sur l'entreprise. Et on se retrouve là sur un niveau de revenu disponible qui a tendance à dépasser les autres systèmes que nous avons vus jusqu'à présent. Et je ne ferai pas de conclusion à part vous dire, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une piste d'avenir à creuser? Voilà. Donc, les clés de la réussite, si on peut balayer tout ce qu'on a pu se dire là jusqu'à présent, c'est de se rendre compte que les clés vont se retrouver d'une part dans l'indépendance liée avec les appros, les approvisionnements, les niveaux d'intrants, notamment les semences,
Sur les ventes également, pour quand même regarder la contractualisation, des contractualisations possibles, hein. Regarder quand même des bons prix, voilà, c'est quand même le cas de le dire. Des retours sur investissement maîtrisés, calculés, adaptés, parfois peut-être allégés, mais parfois peut-être aussi intensifiés, peut-être en lien à l'irrigation. Ce sont vraiment des choix stratégiques à l'échelle des entreprises. La recherche de contrats à valeur ajoutée, des contrats spécifiques ou des contrats qui peuvent être faits en amont, hein. Voilà, s'il y a des prix de vente sur des cultures de printemps où des OS s'engagent à vous les acheter avec des niveaux de prix qui sont rémunérateurs, bah, si vous diversifiez ou à partir du moment où vous faites vos assolements et que vous avez ce type de réponse, bah, orientez-vous vers les prix qui vous permettront d'obtenir les meilleurs chiffres d'affaires. On voit aujourd'hui des contrats gaz à effet de serre qui permettent d'obtenir des valorisations ou des surprimes de 5, 10, 15, jusqu'à 20 ou 30 euros de la tonne sur des tournesols ou sur des colzas. Ça, c'est vraiment à regarder. L'agriculture biologique, bah, ça, c'est vraiment un choix, hein. C'est un choix d'entreprise. Le HVE, peut-être. Il faudra voir comment les choses s'orienteront à l'avenir. Et puis, bien sûr, la disponibilité sur la main-d'œuvre. Ça, effectivement, diversifier, ça peut, entre l'hiver et le printemps, ça peut être aussi alléger ou du moins répartir la main-d'œuvre sur l'année. Mais diversifier, ça peut être aussi, à certains moments de l'année, intensifier les besoins en main-d'œuvre, surtout s'il y a des besoins d'irrigation. Alors, pour vous aider dans tout ça, il y a déjà des calculateurs, hein, qui sont disponibles pour les adhérents de GDA pour vous permettre justement de modéliser ou de faire des simulations autour de vos systèmes de culture et de voir ce que ça peut donner en termes de revenus disponibles. On est en train d'y travailler, enfin je suis en train d'y travailler avec des collègues, des équipes économie. On va bientôt vous proposer un outil qui va s'appeler Mes Revenus, qui va reprendre un peu le même moteur de calcul que ce que vous connaissiez sur les calculs de marge, de revenus disponibles et de marge de sécurité à l'échelle des entreprises, et puis de calcul des coûts de production. Mais ce calculateur sera amélioré, il aura des fonctionnalités nouvelles et il permettra de plus facilement vous situer sur vos entreprises et de faire des simulations. Voilà, il ressemblera à ça vu de loin. Voilà, merci de votre attention. Et je me tiens à votre disposition. Merci Franck. Merci, collègue, pour les questions. Merci Franck. Donc j'ai quelques questions. Donc une première question dans les charges de structure. Est-ce qu'il y a le revenu de l'agriculteur? Alors là, non. Dans les charges de structure, non. Là, il n'y a pas le revenu de l'agriculteur. À savoir que le revenu disponible, voilà, c'est ce qui est marqué à la fin. C'est plutôt du revenu disponible qui permet à la fois des prélèvements privés et de l'autofinancement net, la marge de sécurité pour faire face à des aléas ou reconstituer la trésorerie. Donc ensuite, une question une question économique autour du sorgho sur le produit brut hectare du sorgho et les charges hectares du sorgho. Tu réponds, Franck, ou je réponds? Franck, tu veux répondre? Le produit brut, en fait, hein, si on est autour de 6 tonnes et puis qu'on a avoir une valorisation, moi, ce que j'entends par rapport au maïs, c'est qu'on est à peu près à 10 euros de la tonne de moins en moyenne, hein, par rapport au maïs. Je ne sais pas si Frédéric partage ce point de vue-là. Donc voilà, faites la multiplication, hein, 6 fois 150 ou ce genre de choses. Hein, voilà. Donc on peut se retrouver autour de 1 000 euros ou un peu en dessous de 1 000 euros de l'hectare en produit brut. Et puis après, sur les charges d'intrants en coût de semence, moi, ce que je vois ou ce que j'entends, c'est autour de 120, 130 euros de l'hectare en coût de semence. En désherbage, 20 fois. Alors après, c'est vrai que c'est un peu une nouvelle donne, hein, par rapport au concept 3 qui arrive, hein, qui va quand même redonner de l'intérêt vis-à-vis des raies grasses. C'est vrai que jusqu'à présent, personnellement, je n'étais pas toujours très chaud à orienter les agriculteurs vers du sorgho lorsqu'il y avait des problématiques raies gras très prégnantes dans les parcelles. Mais le fait de pouvoir intégrer des sorghos avec des possibilités de prélever
voilà, avec du S-métaux qui puisse être positionné au démarrage, ça me paraît quand même intéressant. Donc, en termes de coût de désherbage, pour revenir à cette question-là, on va pouvoir être voilà, entre 70 et une petite centaine d'euros de coût de désherbage, ça va être dans ces eaux-là. Et puis après, voilà, on va avoir la fertilisation de façon à rester raisonnable. J'imagine voilà, autour d'une centaine ou un petit peu plus de 100 unités d'azote sur les sorgho. Et puis bien sûr, là, avoir son entretien phospho-potassique à l'échelle des parcelles, mais ça ne va pas être lié au sorgho en lui-même, quoi. Ça va être lié, je dirais, à l'entretien général de la ferme. Moi, je pourrais rajouter, donc, effectivement, donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cours officiel du sorgho, hein. Généralement, quand vous demandez quel est le prix du sorgho, généralement, on va dire, on va l'indexer par rapport au maïs. Donc, c'est maïs. Très souvent, on dit moins 5%. Par contre, la nouveauté, justement, en Touraine, qu'on a découvert avec Stéphane, c'est que certains agriculteurs, en fait, aujourd'hui, du fait qu'on a des surfaces, des productions significatives de sorgho, il y a de plus en plus d'organismes stockeurs qui s'intéressent au sorgho et apparemment, ils arrivent à jouer un petit peu sur la concurrence pour les collectes, donc à arriver quand même à un niveau de prix similaire au maïs. Pour vous dire, par exemple, aux États-Unis, il y a un cours officiel. En ce moment, le sorgho a 20% est 20% plus élevé que maïs. Donc, on pourrait espérer. Mais c'est vrai que le challenge, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un cours officiel du sorgho, ne plus être indexé au maïs. Ensuite, par rapport aux charges, je suis complètement d'accord avec Franck. Là, récemment, j'ai vu un article, alors je ne sais plus, je crois que c'est terre.net, un agriculteur de bassin parisien, près de Paris, et il disait que en charge opérationnelle, le sorgho lui coûtait 100 euros de moins à l'hectare qu'un maïs. Et ensuite, il a donné à peu près les mêmes proportions de coûts à l'hectare. Donc, quand même, il y a la balance entre les deux qui permet quand même d'avoir quelque chose qui se situe, qui se rapproche d'un maïs. Ouais. Ok, merci. Donc, il est 18h07. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir déborder un petit peu, hein. Donc, question sorgho, Frédéric. Chez nous, on a des animaux à quatre pattes qui sortent des bois et qui viennent dans les parcelles. C'est des sangliers. Est-ce que le sanglier aime le sorgho? Alors, jusqu'à présent, on disait justement que l'intérêt du sorgho aussi, c'était en fait la plante de sorgho n'est pas appétante parce que en fait la tige contient ce qui s'appelle de l'acide cyanhydrique et donc c'est pas l'idéal pour l'animal de grignoter ça et donc ça avait un rôle un petit peu répulsif, on va dire. Mais on a quand même des situations en Bourgogne où il y a eu des dégâts de sanglier. Mais apparemment, il y en aurait moins que sur le maïs. Autre question au niveau, donc là c'est ravageur, c'est est-ce que le sorgho est sensible à la pyrale? Alors, il y a plusieurs types d'insectes sur le sorgho. Donc, il y a des cicadelles. Donc là, il n'y a aucun effet. On en voit beaucoup dans le sud-ouest, mais bon, ça marque juste les feuilles, mais ce n'est pas un problème. Ensuite, vous avez des sésamies. Donc, généralement, vous avez une larve au bas de la tige. Mais on n'en voit pas tant que ça. Des pyrales, oui, on voit de temps en temps des situations où on va voir les feuilles perforées, mais on n'a pas les dégâts qu'on peut voir sur maïs actuellement. Et ensuite, celui qu'on voit le plus, mais je pense que c'est plutôt plus marqué sur le sud-ouest, c'est un insecte qui s'appelle l'héliotis, qui va sévir plus au stade grain laiteux. Donc, quand la graine est molle, vous pouvez avoir donc des attaques de cette larve. Alors, généralement, l'application, enfin le stade d'application, mais je ne pense pas que vous en verrez en Touraine, mais bon, on ne sait jamais, c'est toujours pareil, hein. Quand une culture est introduite, son succès fait son malheur, hein, donc vous le savez tous. Le tournesol, moi je me rappelle quand j'ai débuté sur le tournesol, on connaissait qu'une race de mildiou et aujourd'hui on en a des ribambelles.
Et donc, en fait, on utilise des pyrétrinoïdes. Et par exemple, pour l'héliotis, quand on a une larve par plante, c'est le stade de déclenchement. Mais je ne pense pas que vous en aurez. Et je pense qu'au niveau piral, l'incidence sera, je pense, sera moindre que le maïs. Donc, autre question, donc justement par rapport à la différence entre le sorgho et le maïs par rapport aux facilités de séchage. Alors, c'est clair, hein, le sorgho, c'est une petite graine. Hein. Donc, je pense que dans un silo, hein, par définition, vous allez avoir moins d'espace entre graines, donc moins de passage de l'air chaud pour le séchage. Il peut y avoir plus de difficultés justement à sécher du sorgho qu'un maïs. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de remontée de problématiques dans ce sens-là. Quand on peut récolter au bon stade, bon, c'est vrai que dans certaines situations, notamment chez vous, on sera plutôt sur des situations où on sera obligé quand même d'assurer un séchage. Mais bon, avec des bons systèmes de séchage, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Enfin, on n'en voit pas. Dans le sud-ouest, ça fait très longtemps qu'on sèche du sorgho et on n'a pas vraiment de problème. Mais c'est clair que par définition, une grosse graine de maïs et une petite graine de sorgho, en théorie, le séchage est peut-être plus difficile, plus problématique qu'un maïs. Merci. Une autre question, est-ce qu'il y a une différence de potentiel de rendement entre les différents types de sorgho? Parce qu'on a donc du sorgho blanc, du sorgho roux. Est-ce que au niveau potentiel de rendement, il y a de l'écart? Alors aujourd'hui en France, là je parle un peu de marché parce que c'est aussi ma spécialité, mais moins économiste que Franck, hein, moins pointu que Franck. Donc en fait en ce moment, en France, 80% 90% des surfaces de sorgho, ce sont du grain roux. Généralement, le sorgho grain blanc est utilisé pour l'oisellerie. Mais pas que, parce on peut utiliser du sorgho grain blanc et grain roux pour l'alimentation animale. Par exemple, moi, je connais bien l'Europe. Par exemple, en Italie, 80% de la sole sorgho, c'est du sorgho grain blanc. En Russie, c'est 90%. 80-90%, c'est du sorgho grain blanc. Ça va varier. Au niveau différence de performance, de mon point de vue, je pense que les sorgho grain blanc peuvent être un petit cran en dessous en performance. Alors après, ça va dépendre parce que, comme je vous dis, en France, on va utiliser le sorgho grain blanc pour l'oisellerie. Donc, en théorie, ça devrait se payer un peu mieux du fait que, théoriquement, c'est de la valeur ajoutée un peu supérieure. Ok, merci. Tout à l'heure, on a parlé, tu nous as dit qu'on pouvait récolter le sorgho et laisser la plante et donc pouvoir semer du blé dedans. Est-ce qu'il y a un délai à respecter entre la récolte et le semis du blé? Si j'ai bien compris la question. D'accord. Ben, par exemple, moi, dans ma région, hein, dans le sud-ouest, hein, j'habite dans le Tarn et Garonne. Ben là, les agriculteurs ont semé leur blé d'hiver, je dirais 15 jours, un mois après la récolte du sorgho. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème pour la culture suivante pour ce qui concerne du blé. Question ravageur à l'implantation. Est-ce que les corbeaux et les pigeons mangent du sorgho? Non, justement, beaucoup moins que du tournesol. Question élevage. Peut-on associer du trèfle au sorgho? Alors moi, je l'ai vu en élevage, mais peut-être qu'on peut aussi répondre en sorgho au grain avec un couvert permanent dessous. Ça fait lien avec ce qui a été fait la semaine dernière sur le webinaire. Alors, j'ai envoyé il y avait une question de Eric, justement, par rapport à Oui. un couvert. Et je lui ai envoyé le lien, justement, il y a une étude par Arvalis avec des couverts sorgho fourragé, trèfle d'Alexandrie et pois fourragé. Alors, je suis peut-être sûrement moins expert que Stéphane ou que la Chambre d'agriculture, mais apparemment, oui, on peut faire ça, on peut faire cette association. Donc ensuite, question sur les récoltes de sorgho humide et stockage par les éleveurs. Alors, on a l'expérience en Hongrie. On a développé des marchés pour la production porcine.
donc des sorgho grains humides, généralement récoltés à 30-35% d'humidité, c'est dans ces eaux-là. C'était des producteurs justement de porc en Hongrie qui étaient habitués à utiliser ce concept sur maïs. Et aujourd'hui, ils l'utilisent également sur le sorgho et ça marche très très bien avec justement les qualités préservées, comme je disais, par rapport aux protéines et tout ça. Après, bien entendu, au niveau conservation, alors moi ce que j'ai vu, hein, les situations, c'est qu'ils font ça, ils stockent ça dans des silos hermétiques et ils injectent des ferments lactiques, je crois, enfin je ne me rappelle plus le nom. Donc, Des ça se fait conservateurs, oui. des conservateurs, pardon. Voilà, oui. Et ça se fait très, très bien. Et comme je disais, en Hongrie, ils utilisent déjà depuis 2-3 ans ces méthodologies. Et généralement, mixte, maïs et sorgho grains humides. A priori, une dernière question sur la fertilisation azotée. Moi, Stéphane, et Oui. c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que plus vers le nord de la France, je dis le nord, vous êtes dans le centre, excusez-moi, je suis du sud-ouest, le centre de la France, c'est vrai que souvent on peut avoir peur un petit peu par rapport à la précocité et la récolte, mais ça permet avec la production de grains humides, c'est vrai, de monter un peu plus haut sur les latitudes françaises grâce justement à cette utilisation dans l'alimentation des grains humides. Donc, ça peut permettre aussi de sécuriser la récolte. C'est ce qui est fait dans le cadre des deux groupes 30 000 d'éleveurs là, accompagnés par la Chambre d'agriculture. Il y a un éleveur déjà en bovin lait qui a pratiqué depuis 2 ans la récolte en grains humides. Et c'est vrai que ça permet de précocifier la récolte du sorgho et puis de s'affranchir du séchage. Je peux, si vous voulez, je pourrais vous mettre en relation avec un gros producteur de porc en Hongrie et qui utilise cette méthode. Et pourquoi pas un jour organiser une visio, par exemple, entre producteurs, éleveurs. Why not? Je croyais que tu allais dire un déplacement, mais bon, tant pis. Un déplacement, c'est quand on fera 400-500 000 hectares de sorgho en France, là, on pourra y aller. Sachant qu'en Europe, on a dépassé le demi-million d'hectares. Donc, ça monte. Merci. Donc, une dernière question sur le pilotage de l'azote sur le sorgho. C'est ton regard par rapport à ça. Est-ce que c'est un apport unique? Est-ce qu'il faut fractionner? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors justement, je m'attendais à avoir une petite réponse comme ça. Donc, ce que je connais en tout cas, c'est que en fait, tu as besoin pour produire un quintal de grains de sorgho, tu as besoin d'à peu près en moyenne 2,4 kg d'azote, d'azote pur, d'unité d'azote. Sachant que, comme je disais, 35 à 40% est restitué au sol par le reste de la plante. Généralement, en sol superficiel, on fera une application précoce avant le stade 6 feuilles. Si on a un sol plus profond, sans irrigation, on peut faire une seule application au moment du semis. Avec une irrigation, bien sûr, c'est important de fragmenter. Donc, une application au semis et une autre avant la première irrigation. Voilà. Donc, et ensuite, par rapport à l'apport, donc on peut apporter de l'urée, on peut apporter de l'ammonitrate, sauf sur les sols calcaires où on parle plutôt plus d'une préférence d'apport en ammonitrate. Et bien entendu, pour l'urée, je pense que c'est comme le maïs, de préférence l'enfouir. Il y a aussi des données qui sont données par Arvalis, qui sont un peu plus simplifiées, comme par exemple le besoin en azote, donc pur, en kilogrammes par hectare. Si vous êtes dans un sol superficiel sans irrigation, si vous avez un hiver sec, donc, comme ils disent, donc, inférieur à 350 mm, l'apport, on peut faire un apport de 30 kg d'azote par hectare. Si vous avez un hiver humide, donc plus de lessivage, hein, c'est évident, 50. En sol moyennement profond, là, dans ces situations sans irrigation, on est plutôt à 60-90. Et ensuite, en sol profond ou avec irrigation, on est autour de 100 à 135%. C'est ce que je disais, hein. Plus on est dans des sols superficiels et plus il faut faire attention dans l'apport d'azote
pour éviter qu'il y ait une croissance trop rapide des stress et de potentiels justement problématiques de stress sur les plantes. Ouais, voilà. Et voilà pour ça. Et puis c'est tout. Ouais. Très bien. Par contre, vous pouvez avoir vraiment, vous allez sur le site Arvalis, il y a déjà il y a des guides sur le sorgho et également tous les ans ils sortent une revue qui s'appelle Choisir Sorgho, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et vous avez toutes les informations sur les variétés avec les essais Arvalis sorgho et également les informations clés sur les itinéraires tactiques parce que Arvalis fait beaucoup de choses, mais aussi, comme vous savez aussi, les champs d'agriculture aussi font. J'ai découvert plein de choses intéressantes. D'ailleurs, c'est très riche pour moi parce que tout ça, toute cette connaissance aussi, je vais pouvoir l'utiliser dans les autres pays. Donc, la France est clairement un modèle. Merci. Donc, le troisième webinaire va se terminer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention puisque on n'a pratiquement perdu aucun participant depuis le début. Pour aussi rebondir sur ce que disait Frédéric sur le travail des chambres d'agriculture sur le sorgho, je peux annoncer sous couvert de Mathieu Loss qu'il y aura une plateforme sorgho sur notre plateforme commune avec l'INRAE de Nouzilly. On aura aussi du sorgho implanté sur notre plateforme qui est au lycée agricole de Tourfondette Agrocampus. L'idée, ce sera d'avoir du grain et du sorgho fourragé pour montrer justement toute la diversité des sorghos et puis travailler notamment sur la précocité en grain et puis en fourrage. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on est encore assez nombreux. Je vais mettre de façon à ce que tout le monde puisse voir et que je vous propose de rallumer tous vos caméras pour qu'on se dise un au revoir de ce troisième webinaire de la Chambre d'agriculture. Et mon petit doigt me dit que c'est sans doute pas le dernier puisqu'on a quand même vu beaucoup de monde. Et je pense que c'est une façon de passer dans le monde d'après de façon… ça fait un petit peu bizarre d'être tout seul devant son ordinateur quand on voit qu'il y a 31 personnes encore de connectées avec nous. Donc, c'est pour ça, allumez vos caméras et comme ça, on va pouvoir se dire au revoir. Ah, je vois qu'il y en a qui sont déjà à l'apéro, là. C'est l'avantage des webinaires. On est vendredi soir. En tout cas, merci beaucoup. C'est très enrichissant pour moi. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'enfin, je peux de temps en temps parler en français plutôt qu'en anglais. C'est plus facile. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, donc, n'hésitez pas pour toutes vos questions sorgho. Vous voyez que on est sur le qui-vive par rapport à cette question-là. Je pense que c'est une plante qui a vraiment beaucoup de ressources potentielles. L'introduction de Frédéric sur tout ce qu'on peut faire avec du sorgho, ça doit nous amener je pense, à travailler aussi sur les marchés potentiels. Et puis, je pense que Frédéric est déjà venu au mois d'août 2019. Donc, si la Covid veut bien, et puis s'il n'est pas encore reparti par moi et par vous, tu seras bienvenu à notre journée du 27 mai sur la plateforme de Nouzilly. Donc là, les sorghos, ils seront tout petits, mais ce sera l'occasion de pouvoir aussi rééchanger avec des agriculteurs de Touraine. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir d'échanger et bonne chance. Et vraiment, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la stratégie, c'est la stimulation de la transformation. Et par ça, on créera des filières, on produira suffisamment de sorgho. Et donc, mais c'est clair, les FAB sont de plus en plus intéressés par l'introduction du sorgho. Donc, je pense que la dynamique est là et on a déjà dépassé les 120 000 hectares. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer en sorgho. Voilà. Merci à tous. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.